Nous allons être ensemble pour un peu moins d'une heure pour ce live. Donc, nous sommes aujourd'hui en direct et nous serons accompagnés de deux invités, Arnaud et Olivier de la société Fabulous, que je vous présenterai juste après. Nous rentrons dans une thématique. Alors, vous avez peut-être l'habitude pour certains des lives F3DF. Donc, je suis Florian Berthelot, responsable du pôle industrie pour la partie notamment impression 3D et conception. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler impression 3D et nous allons rentrer sur la technologie SLS avec un focus sur les matériaux techniques. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder en sachant que la technologie SLS, c'est une technologie qui est aujourd'hui très répandue. Ça fait partie des technologies les plus utilisées dans la famille des polymères et de manière générale. Donc, quelques rappels sur la technologie SLS. Donc, c'est ce qu'on appelle en français le frittage sélectif par laser. On reviendra, Olivier nous expliquera un peu plus en détail le procédé et la technique. Alors, c'est une technologie qui est déjà ancienne, hein, c'est la fin des années 90, et c'est une technologie qui est tombée, les brevets sont aujourd'hui expirés, et c'est ce qui a aussi explique un fort développement d'acteurs dans ce secteur. Alors, du coup, pour resituer, alors, si on s'appuie sur la dernière étude proposée par Sculpteo, la technologie SLS est finalement la deuxième technologie la plus utilisée derrière la technologie FDM, dont le parc machine est assez imposant. C'est une technologie sur laquelle je pense qu'il faut s'arrêter. On va rentrer dans le détail des applications. C'est une technologie qui est souvent utilisée pour du prototypage, la pièce fonctionnelle, et on verra encore plus en détail ce qu'il en est. Alors, on avait commencé dans les lives F3DF à faire un peu un tour de France des acteurs de l'impression 3D. Alors, on est allé à la rencontre de fabricants de machines, de fabricants de consommables, et on s'aperçoit, en France, on a de très beaux acteurs et on a la chance aujourd'hui d'être accompagné d'une société lyonnaise, la société Fabulous, avec Arnaud. Donc, bonjour Arnaud, merci d'être avec nous. Bonjour. Parfait. Et Olivier, donc tu es en direct des locaux de Fabulous. Merci également d'être là. Alors, du coup, Bonjour. pour traiter ce sujet, je pense que c'était important. Déjà, un acteur français, donc parfait, la cerise sur le gâteau. Et en plus, c'est une société, donc Fabulous, qui a une double expertise. Une expertise sur les applications dans l'impression 3D et une expertise matériaux. Donc, on va pouvoir, je pense, rentrer dans le détail et pouvoir vous poser quelques questions pour en connaître davantage sur ce procédé et les choix de matériaux qui sont proposés aujourd'hui. Alors du coup, est-ce que Arnaud, tu peux nous expliquer un petit peu donc qui est Fabulous et votre activité, peut-être votre équipe? Oui, avec plaisir. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous et merci à Florian et merci à F3DF pour cette invitation. Alors Fabulous, c'est simple, hein, nous, si on doit se positionner, aujourd'hui, on est des spécialistes de la poudre et on répond en fait à une problématique du marché de la poudre impression 3D qui est que jusqu'à présent, il y avait assez peu de diversité dans ces matériaux. Et donc nous, en fait, on a un positionnement d'innovation premium pour apporter sur le marché des matériaux beaucoup plus techniques, beaucoup plus premium. Et effectivement, pour faire ça, on fait la partie développement et production des matériaux, évidemment. Et on a aussi un tech center qui est basé à Lyon, qui nous permet de développer des applicatifs produits pour nos clients. Donc aujourd'hui, ce positionnement, il répond à un besoin marché dans le sens où effectivement, on ne fait plus seulement du prototypage rapide. Maintenant, tous les acteurs, que ce soit les fabricants de pièces ou ce qu'on appelle les end users, c'est-à-dire les gens qui les fabricants de produits, sont tournés vers la production. Donc, c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est comment on apporte des matériaux qui répondent justement à ce besoin de production. Et pour ça, il faut aller un peu plus loin que les matériaux, on va dire, standards qu'on a depuis 20 ans sur le marché des poudres, à savoir, par exemple, le PA12 ou appelé nylon. Donc, nous, on va beaucoup plus loin sur des matériaux certifiés avec des fonctionnalités. Et donc, par exemple, on vous présentera tout à l'heure un matériau là,
qu'on vient juste de sortir et qui est un matériau qu'on appelle Blue Care et qui est certifié alimentaire, donc pour tout le secteur alimentaire et pour lesquels on a déjà beaucoup de demandes parce que justement, ça répond à un besoin de niche, mais très précis et avec des besoins techniques très particuliers. Donc, du coup, quelque part, c'est une technologie qui est très répandue, très utilisée, et souvent, un des points faibles de cette technologie, c'est de dire qu'il n'y a pas suffisamment de matériaux disponibles. Et c'est vraiment finalement la mission que s'est donnée Fabulous, c'est de répondre à cette demande marché. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce besoin donc, que je viens d'expliquer. Ce qui est normal, hein, parce que de toute façon, l'impression 3D, maintenant, ça existe depuis des dizaines d'années et on est sur un marché qui est en forte croissance, qui arrive à avoir des applicatifs industriels dans des produits finis et donc qui a besoin d'avoir des matériaux beaucoup plus premium. Donc, nous, notre positionnement aujourd'hui, c'est vraiment spécialisé de la poudre pour les systèmes industriels qu'on appelle donc SLS, mais aussi NJFIRS. Mais bon, globalement, c'est SLS et tout ce qui est lit de poudre. Et donc, on a une double activité, on va dire, d'abord comme fournisseur alternatif, parce qu'on a un catalogue de matériaux standards, entre guillemets, qui sont les besoins récurrents du marché aujourd'hui, sur lesquels on se positionne avec aussi une notion de service qui est très importante, parce que sur ces systèmes industriels, on n'est pas simplement sur du plug and play, on doit aussi pouvoir faire une installation de matériaux et puis suivre le client dans le développement de ces applicatifs industriels. Et puis, il y a l'autre partie, l'autre pied qu'on appelle donc qui est le développement matériaux, où là, notre volonté, notre ambition, c'est de développer donc, ces matériaux dans une gamme qu'on appelle Safety and Security, donc avec des certifications ou des fonctionnalités qui apportent vraiment une valeur ajoutée sur des marchés de niche. Donc là, j'ai cité par exemple le matériau Blue Care, qui est un matériau avec une certification européenne en alimentaire. On a aussi des matériaux qui sont avec une certification contact cutané. On travaille aussi sur des fonctionnalités nouvelles, par exemple sur des traçabilités, sur les matériaux, etc. Enfin, voilà. C'est exactement le besoin du marché aujourd'hui et c'est ce à quoi Fabulous essaye de répondre en étant une petite équipe, mais qui est déjà sur un rayonnement européen. Voilà, donc on est plutôt content. Bon, très bien. Merci Arnaud et Olivier d'être avec nous pour présenter ça. Alors, j'ai une première question. Déjà, alors, toute simple, mais comment est-ce qu'on peut revenir sur le procédé SLS, le Selective Laser Sintering? Comment ça fonctionne, peut-être pour qu'on comprenne bien la technologie? Alors, je vais faire mon rôle de directeur technique, donc en reprenant cette partie-là. Donc, le fruitage laser, c'est un procédé génératif, mais il y a une autre problématique par rapport aux autres procédés génératifs qu'on retrouve un petit peu dans le FDM, mais qu'on retrouve de façon très importante dans le SLS, qui est le fait qu'on travaille en température. Donc, on travaille en deux temps en température. On amène la surface de la poudre proche de la température de fusion, on va dire à 10 degrés en dessous de la température de fusion. Et puis après, il y a un traçage laser 2D qui permet d'élever localement au point de 10 à 15 degrés en amenant une certaine énergie pour pouvoir avoir une véritable fusion du polymère et donc une phase fondue. Et ensuite, il y a donc une phase de refroidissement et d'empillement. Donc, on doit, à la différence d'autres technologies, on doit donc gérer aussi les problèmes de retrait. On doit aussi gérer les problèmes de croissance vers le bas, ce qu'on appelle le downscaling, etc. Donc, c'est pour ça que le SLS est parfois vu comme assez complexe dès le départ, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées aux réactions de la matière en température et après à son retour à température ambiante ou à température de fonctionnement. Voilà. Donc, on est sur une ambiance chauffée, donc un bain de poudre, et il y a un laser qui vient amener finalement les derniers degrés qui manquent pour la fusion Exactement. de la matière. Donc, c'est toujours un peu comme le SLA, etc. Donc, il y a un laser qui permet de faire le changement d'état transitoire. Et c'est surtout des questions d'énergie dans ce cas précis, parce que les polymères, là, sont vraiment fondus.
Hein, c'est pas juste, au départ, on donnait Syncoming, parce qu'historiquement, on avait démarré avec des polystyrènes, des choses comme ça, où on avait en fait vraiment des phases proches du frittage, voilà. Mais sur les dernières, sur les derniers polyamides, etc., on a une vraie phase fondue. Donc, ça serait plutôt du melting si on devrait le retraduire. Mais bon, on a gardé l'historique en SLS ou SL. D'accord. Et quels sont en fait vraiment les avantages, les éléments différenciants de cette technologie? Alors souvent, on l'utilise beaucoup pour des pièces fonctionnelles. Une- on a aussi des points forts de cette technologie. Qu'est-ce qui fait que Alors, finalement, elle est très utilisée? le gros point fort par rapport à toutes les autres technologies, c'est qu'il n'y a pas de support. Donc, la poudre est auto-supportrice. Donc, en termes de capacité de production, on gère donc un volume. Et là, ça change absolument tout. D'ailleurs, si on regarde bien les machines SLS, elles ne sont pas forcément très, très grandes euh, on va dire en XY. Mais sur le Z, on peut avoir des machines qui ont des grosses capacités parce que plus le Z va être profond, plus on va avoir une grosse capacité de production. En même temps, plus on va avoir aussi des problèmes de refroidissement, parce que ce qui est souvent pas abordé par rapport au frittage laser, c'est qu'il y a une phase de montée en température, mais il y a une phase aussi de refroidissement vers le bas, et il faut le contrôler aussi suffisamment correctement pour ne pas avoir des déformations de pièces. Et ça fait partie aussi de la phase de production. Donc c'est souvent un peu banni, enfin, ignoré par les constructeurs, mais c'est quand même très important ces phases de refroidissement. Hein. Les plus grosses machines ont parfois des phases de refroidissement qui dépassent largement les phases de fabrication. Donc, elles fabriquent 20 heures et ça refroidit pendant 40 heures. Voilà. Ouais, donc c'est un point à prendre en compte, effectivement, c'est le temps de chauffe de la matière et le refroidissement pour respecter la qualité des pièces. Et alors, du coup, Voilà. sur le schéma de gauche, on voit qu'il y a une partie d'empilement. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas de support, on va pouvoir en fait mettre en Z autant de pièces que la cuve de poudre peut accueillir. Voilà. Et donc, ça, c'est un vrai avantage, puisque donc, on a tout le volume qui est disponible et on est aussi complètement indépendant de la plateforme. Donc, c'est pas de support, pas de nécessité d'ancrage. Donc, c'est quand même très, très important. Donc, on parle après de nesting, c'est-à-dire la capacité à remplir le volume. Les plus gros nestings vont jusqu'à 25%, on va dire. Donc, en gros, si vous avez une machine de 100 litres, vous pourriez avoir une capacité maximale de production de 25 litres de pièces, ce qui est énorme. La plupart du temps, on situe entre 10 et 25 pour les machines bien optimisées. Voilà. Ok, donc c'est ce qui fait que souvent, pour la production un peu de petites séries, c'est vers cette technologie qu'on se tourne. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que c'est cette technologie-là qu'on choisit pour faire de la pièce technique finalement, quand on veut une pièce finalement fonctionnelle, opérationnelle, on se tourne vers cette technologie. C'est le procédé ou c'est les matériaux disponibles? Alors, c'est les deux. Je dirais c'est les deux parce que ce qui intéresse, la seule chose qui intéresse, on va dire, c'est les pièces à la fin et les propriétés mécaniques des pièces. Donc, c'est à la fois la technologie parce que on a un procédé qui se rapproche de l'injection par la tenue en température, la fusion, etc. Il manque la pression, même si on a une petite pression du rouleau ou du racleur. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est les matériaux. On va peut-être regarder sur voilà, au niveau du marché pour montrer un petit peu sur l'importance de ce marché-là, de la croissance et du SLS. Comme on l'a vu, le SLS, quelque part, a pris plus de place que la stéréo, alors que historiquement, la stéréo avait démarré un petit peu avant. Et c'est surtout à cause de cette capacité de production du SLS par rapport à la stéréo. Parce que sur la stéréo, très vite, déjà, on a des problèmes au-dessus de 60 degrés, alors que le SLS, très rapidement, a introduit, même s'il y a des contraintes, a introduit des plastic engineering qui avaient des valeurs et des possibilités de tenue en température beaucoup plus importantes, voire aux conditions extrêmes. C'est pareil, les comportements à moins 50 degrés, on va les trouver qu'en FDM ou en SLS, où on a vraiment des polymères techniques qui vont pouvoir tenir à des si basses températures.
Alors, quels sont les matériaux qu'on retrouve souvent donc, sur cette technologie? Pour en citer quelques-uns, peut-être pas tous les Alors, citer. je vais demander de passer justement au suivant. Alors, Alors, là, on peut-être est. Ouais. avant de rentrer sur la partie des matériaux, on a compris le procédé. Maintenant, pour se rendre compte justement, qu'est-ce qu'on a comme choix de machine aujourd'hui et des dimensionnements. Peut-être c'est un point avant de rentrer dans l'aspect matériaux. Alors, il va y avoir deux dimensionnements. Donc, il y a un dimensionnement de la capacité, du volume que l'on va avoir. Donc, on va avoir des machines vraiment d'entrée de gamme, on va dire des micro SLS qui vont être dans des volumes de 100 par 100. Hein. Donc là, on voit une Fusion One, par exemple, de Formlam. Bon, on ne voit pas beaucoup. Voilà. Après, on a des machines qui sont des capacités intermédiaires qui vont se situer entre 250 et 300 en XY. Donc avec un volume sur Z entre 200 et 400 mm. Donc ça commence à faire, donc on a des machines qui ont à peu près une trentaine de litres de capacité. Voilà, donc on appelle ça des petites machines professionnelles. Et puis après, on va avoir encore plus grand, donc en augmentant en Z, on va aller jusqu'à 600 mm en Z. Donc on va avoir des machines plutôt aux alentours de 100 litres. Voilà. Et enfin, on arrive sur les grosses machines, donc des systèmes aux alentours de 400 000 euros, 500 000 euros, périphériques compris aussi, je reviendrai là-dessus. Et là, on a des machines qui peuvent aller, devront faire des 800 par 400 sur 600, donc qui vous donnent une diagonale de 1 mètre de pièces en polymère. Voilà. Alors du coup, oui. Pour compléter peut-être sur les systèmes, ce qui est intéressant de voir quand même sur le marché aujourd'hui, c'est que l'entrée, enfin, on peut appeler l'entrée de gamme, en fait, qui sont plutôt des machines de petit volume, qu'on appelle aussi desktop SLS printer. C'est un marché qui aujourd'hui est en train de se développer fortement. Parce que, comme tu l'as dit au départ, c'est vrai que déjà les brevets sont tombés dans le domaine public, hein, les brevets du SLS, donc ça ouvre la porte aussi à des challengers. Et puis par ailleurs, il se passe sur le marché du SLS et des poudres, ce qui s'est un peu passé sur le marché du SLA, de la stéréo, c'est-à-dire avec des acteurs qui arrivent non plus avec des grosses machines, avec des petites machines, typiquement Formlab, dans la stéréo. Bah, en fait, il se passe la même chose aujourd'hui sur les SLS. Donc ça, c'est très bien, c'est super même pour des acteurs comme nous aussi, dans un certain sens, parce que ça veut dire qu'il y a une démocratisation aussi du SLS. C'est plus simplement de la machine industrielle, ça commence à devenir la machine de bureau d'études. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aussi rapidement, c'est, là on ne le voit pas, mais c'est tout ce qui est post-process. Les post-process, en fait, sont vraiment de plus en plus importants pour tout ce qui est poudre. Parce que ça permet maintenant, il y a beaucoup d'acteurs là qui entrent sur le marché, ça permet d'avoir des pièces qui ont des finitions, des aspects de surface qui permettent justement d'aller vers cette production de produits finis qui ne sont pas simplement des prototypes. Et bon, nous, on a pas mal de partenaires post-process, notamment sur nos matériaux, qui nous permettent de dire, bah voilà, sur tel matériau, on sait que tel post-process, avec tel paramétrage, telle technologie, etc., fonctionne mieux qu'un autre sur tel matériau. Donc voilà, c'était juste pour faire un aparté sur ces deux points, mais ouais, il y a beaucoup à dire hein, sur les systèmes, mais pour faire rapide, c'est un peu l'état, enfin la revue du marché aujourd'hui. Merci pour cette précision. C'est important de voir. Effectivement, là, on voit que la partie machine production, mais il y a bien un écosystème de nettoyage et de post-traitement de la pièce pour le coup. Alors, du coup, Arnaud, peut-être tu vas garder la parole. Quelles sont aujourd'hui les grandes applications? Parce que là, on a vu la technologie, on a vu un peu les machines, on a évoqué quelques applications, mais qu'est-ce qui fait le marché du SLS aujourd'hui? Oui. Alors, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on a mis ici, là, c'est plutôt des applications nouvelles, entre guillemets. Historiquement, on va dire que tout ce qui est automobile, aéronautique, le SLS reste quand même une part de marché très importante dans ces secteurs-là. Ce qui est intéressant de voir quand même, c'est là où c'est le focus qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt sur des marchés qui sont
on va dire, plus de consommation, entre guillemets. Donc, par exemple, tout ce qui est orthopédie, donc dedans, on peut mettre à la fois des semelles hein, qui sont faites, par exemple, dans un matériau SLS qu'on appelle le TPU, qui est un élastomère. Donc là, on est sur de la production aussi on est sur des produits finis et il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, y compris des grands qui sont positionnés sur ce secteur des semelles de basket, par exemple, ou tout ce qui est orthopédie, là aussi, hein, dans des matériaux, le TPU qui est certifié contact cutané chez nous, voilà, il peut servir à faire ce type d'attelle. Où on a un autre matériau aussi qu'on appelle CARE, qui est un PA11, qui lui est certifiable en médical. Voilà, tout ça permet de développer ces marchés-là. Dans le médical aussi, on peut voir par exemple qu'il peut y avoir soit des guides chirurgicaux, enfin en tout cas des choses qui permettent d'aller sur du matériel médical. Là, on a par exemple une cage intervertébrale. Voilà, donc là aussi, c'est un marché qui est en forte croissance, c'est même le marché qui est en plus forte croissance dans l'impression 3D, toutes technologies confondues. Puis après, il y a ce qu'on voit sur la droite, là, on est plus dans le luxe, les métiers créatifs. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est de plus en plus porteur. On a tous en référence dans le secteur la brosse de mascara qui est faite par Chanel et qui est faite en PA11 aussi. Donc voilà, et là, on est sur de la production en très, très grande série. Et c'est vraiment l'archétype de l'applicatif industriel tel que aujourd'hui, sur lesquels tout le monde veut aller. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut avoir les bons matériaux, il faut avoir les bons systèmes, il faut avoir les bons couplages entre les deux, il faut avoir une chaîne numérique qui est installée. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il faut passer par une partie de tech center applicative pour pouvoir vraiment développer ces produits qui sont des vrais applicatifs industriels en série. Ok, donc du coup, finalement, ça touche de nombreux secteurs, aussi bien de la pièce unique customisée dans le domaine du luxe que de la production en série. Là, en fait, on répond à une grande partie d'applications. Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est vrai que c'est souvent ce qui ressort. On a des pièces complexes, des pièces en série. C'est vraiment les avantages de cette technologie. Et souvent, face à ça, on met aussi le manque de disponibilité de matériaux. On a un panel qui est parfois, entre guillemets, limité. On doit choisir le matériau pour le faire coller à l'application. Et c'est là où, justement, on en a déjà un peu parlé, il y a un manque, ou en tout cas, il y a une possibilité de développement très importante. Donc, c'est effectivement votre activité aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le spectre des matériaux et finalement de l'actuel et un peu la perspective de marché? Oui, tout à fait. Donc là, c'est le diagramme classique que l'on voit par rapport à l'injection plastique, donc 260 millions de tonnes, donc chose de très important. Et puis, on va relativiser un petit peu la part du SLS, puisque en gros, on est à 2600 tonnes annuelles. Donc, finalement, rien du tout par rapport au marché mondial. Par contre, ce sont clairement des pièces à forte valeur ajoutée qui vont être fabriquées avec la technologie SLS, puisque c'est une technologie qui va être chère, quelque part. Donc, on ne va pas tout faire non plus avec cette techno. Et il y a une autre chose qui est révélée par ce diagramme, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui est lié à la température qui est en train d'apparaître, où on voit qu'il y a un positionnement très clair du SLS actuellement sur justement des matériaux qui sont entre 120 et on va dire 200 degrés, puisque actuellement la base mondiale de machines, on va dire quasiment 90% des machines sont bridées à 200 degrés pour travailler avec des polyamides et éventuellement des QPA et d'autres produits de commodité tels du PP ou du PS ou
éventuellement des élastomères donc, qui sont en plus basse température. Et donc, c'est ce qui va, quelque part, sur l'offre est lié aussi à la techno, c'est-à-dire aux machines, à la capacité des machines de dépasser une certaine température. Donc, pour les matériaux avec à très forte valeur ajoutée, tels les PIC, les PAEK, les PBT, on a souvent besoin de machines achetées qui représentent à peine 2 ou 3% du marché mondial et qui sont de dernière génération et sincèrement qui sont très coûteuses. Donc, c'est pour ça aussi que pour le moment, en termes de matériaux, il y a une domination du polyamide, entre autres nylon, entre autres à cause de ces capacités limitées des machines à tenir au-dessus de 240 degrés. Alors, ça s'explique très facilement. Hein. Vous avez tous un four chez vous. Quand on ne cuit pas les pizzas et les gâteaux de la même manière. Ce n'est pas la même température. Donc, clairement, avec le polymère, si vous commencez à être très agressif avec certains matériaux, ça ne va pas aller du tout. Et on a beaucoup de phénomènes complexes qui apparaissent, puisque au-dessus de 240 degrés, là, ce qu'on appelle la thermo-oxydation est très fortement marquée. Et donc, la nécessité d'avoir soit des chambres sous azote, ça c'est le cas, mais surtout éventuellement des chambres inertées avec d'autres gaz et surtout avoir le moins d'oxygène possible est fondamental pour justement travailler avec ces matériaux-là. Et c'est pareil, la recyclabilité, on pourrait en reparler de matériaux comme le PIC ou le PBT dans ces machines qui ne sont pas complètement inertées, c'est un vrai problème. Je pense que vous avez tous vu que les matériaux sortent jaunes, voire marron, et ça, c'est un réel signe de thermo-oxydation. Voilà. Alors que ce qu'on a l'habitude de voir en SLS, c'est plutôt blanc, etc. Parce que, justement, on est atmosphère contrôlée et en dessous de 200 degrés. Voilà. Donc, réellement, il y a des contraintes techniques qui expliquent aussi la limitation des matériaux. Et Oui. dans ce spectre technique, finalement, quelles sont un peu les ouvertures et les pistes à explorer? Alors, là aussi, une autre façon de voir un petit peu le spectre de matériaux qui est offert et un petit peu les tendances. Donc, c'est un diagramme où on va avoir d'une part le module de Young, qui va être en Y, et en X, on a l'élongation. Ça permet de faire une classification un petit peu des différents matériaux qui existent sur le marché, donc avec les différentes possibilités. Donc, évidemment, ce que tout le monde rêve, c'est d'être sur la droite linéaire qui passe exactement au milieu. Donc là, ça permettrait d'avoir des matériaux general purpose. Et donc, c'est pour mettre un petit peu en exergue comme quoi, bon, on ne peut pas avoir un matériau general purpose. Qui plus est, on est dans un procédé génératif, donc on va avoir une différence entre ce qui est fabriqué dans la couche et ce qui va être fabriqué en empilement sur Z. On va avoir des différences mécaniquement, fonctionnellement là-dessus. Donc l'orientation va être importante. Donc de ce fait-là, il faut à un moment inverser les choses et raisonner effectivement par rapport au cahier des charges final de l'application. Voilà, quel matériau on va choisir. Donc, des matériaux rigides, par exemple chargés fibres, comme là, vous avez un PA6NF qui a 4500 en module. Voilà. Par contre, 4500 en module, mais 3% en élongation. Donc, quelque part, un matériau rigide, mais un matériau qui est assez fragile. Donc, vous ne pourrez pas faire de clip avec un matériau avec 3% d'élongation. Pour avoir une fonctionnalité clip assurée, il va vous falloir au moins 6 à 9% d'élongation. Voilà. Donc, ça explique aussi pourquoi le matériau prédominant pour le moment est le PA12, parce que vous voyez que le PA12, avec son module à 1500, son élongation qui se situe, on va dire, entre 10 et 20-25%, est quand même un bon compromis. Donc, c'est pour ça aussi que, et comme en plus il travaille à moins de 200 degrés, c'était un bon matériau pour démarrer. Et c'est pour ça aussi que vous avez le matériau qui est l'un des plus représentés. Après, tous les autres matériaux vont s'éloigner, vont ouvrir la plage pour donner d'autres possibilités. Les TPE, les TPU vont faire des matériaux élastomériques, hein, donc avec beaucoup plus d'élongation, mais des modules beaucoup plus bas, bien évidemment. Et puis, le choix aussi, c'est quand on va sur des matériaux chargés, soit chargés billes, soit chargés fibres, ou chargés aluminium, par exemple,
on peut obtenir d'autres propriétés, voire d'autres fonctionnalités qui vont ouvrir sur des applications bien particulières. Voilà, comme l'ESD, comme d'autres choses, des tenues en température, ou par exemple des problèmes d'étanchéité, voire de spatialisation. Voilà. Donc, des matériaux spatialisables, par exemple. Ce qui va être intéressant dans ce cas-là, c'est d'avoir la plus belle phase fondue pour avoir le moins de porosité résiduelle. Évidemment, parce que si vous envoyez dans l'espace et si vous avez des bulles à l'intérieur, vous avez un risque de fissuration du matériau. Voilà. Du coup, effectivement, c'est intéressant de voir cette approche où on part d'abord du cas des charges. Ça paraît tout à fait logique, mais c'était important de le souligner. La démarche est un petit peu inversée jusqu'à maintenant. On prenait ce qui était disponible et on essayait de faire matcher avec son besoin. Alors aujourd'hui, quels sont si on revient sur ce cas des charges, quelles sont un peu les attentes du marché, peut-être Arnaud ou Olivier, par rapport à ça? Oui, alors les attentes, je reprends vraiment ce que je disais au tout début sur le positionnement de Fabulous, c'est que il faut amener des fonctionnalités, il faut amener de la certification pour passer à la production. Voilà. Donc, si on prend les fonctionnalités, il y a aujourd'hui, par exemple, beaucoup de réflexions, et nous, on en fait partie en collaboration avec des universités, des laboratoires ou en direct nous-mêmes, par exemple, sur tout ce qui est matériaux 4D. Donc, matériau 4D, en fait, c'est un mot un peu jargonneux pour dire qu'on rajoute une fonctionnalité à un matériau 3D. Donc, par exemple, ça peut être un matériau qui va réagir à un stimulus externe, par exemple de l'eau. Et voilà, s'il y a de l'eau, bah, il va peut-être le matériau va se recontracter un petit peu pour pouvoir être un peu plus imperméable, par exemple. Ça peut être une application des recherches actuelles. Voilà. Nous, on a pas mal d'idées là-dessus. Et ça, c'est vraiment le type de fonctionnalité que les industriels, ceux qui fabriquent les produits finis, recherchent. Donc, il y a évidemment tout ce qui est biocompatibilité aussi. La traçabilité aussi, c'est quelque chose qui, en termes de fonctionnalité, est recherché parce que, notamment dans le cadre de protection intellectuelle, industrielle, etc., c'est extrêmement intéressant de pouvoir protéger son produit final avec un traceur dans la matière. Voilà. Donc ça aussi, c'est des réflexions actuelles. Dans les certifications, j'en ai parlé, nous, on va le voir après dans notre catalogue existant, mais on a déjà un matériau qui est certifié alimentaire, c'est le BlueCare. On a un matériau qui est certifiable en médical, qui est le CARE, qui est un PA11, et on a un matériau qui est en contact cutané, qui est le TPU, qui est ce matériau élastomère. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si on a avancé comme ça, c'est parce qu'il y a des demandes et puis il y a des marchés qui correspondent. Et c'est des marchés industriels. Donc, et c'est la seule façon finalement de fonctionner. Enfin, nous, on pense en tout cas que c'est la seule façon intelligente de fonctionner. Ça nécessite de prendre un peu plus de risques, un peu plus d'engagement, peut-être que fournir uniquement du standard. Mais ça permet, voilà, en quelques mois, de développer un catalogue qui est assez fourni. Donc, aujourd'hui, oui, on a une dizaine de matériaux qui correspondent un petit peu à ce que je vous ai dit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra vous fournir les fiches techniques, tout ça, mais aujourd'hui, il y a les matériaux qui sont sur base de PA11, donc soit en CARE, donc qui est les matériaux qui a un grade qu'on appelle USP Classis, donc qui est certifiable en médical. On a la même version de ce PA11, mais en dark, en noir, ce qui a un intérêt pour certains applicatifs. On a le BlueCare aussi, qui est sur cette base de PA11, mais lui qui va aller chercher cette certification alimentaire pour des applicatifs très très particuliers, dont je pourrais te décrire après. Voilà, si tu veux, on parle du BlueCare du coup, directement. Après, c'est vrai que sur l'offre que vous avez, c'est quand même le produit sur lequel vous vous annoncez aujourd'hui. Alors, c'est parce que, alors, quelle est un peu sa spécificité? Quelle est un peu la tendance? Alors, aujourd'hui, pour bien comprendre, vous formulez aussi bien à la demande des éléments, mais vous proposez aussi
des nouveaux standards en quelque sorte. Et le Blue Care, c'est un nouveau standard technique. Bah, en fait, le Il est ouvert. c'est une demande de client et qui va devenir un standard. Voilà. Parce que nous, c'est comme ça qu'on veut procéder. C'est-à-dire que pour qu'il devienne un standard, bah, il faut effectivement passer des certifications, donner des garanties à nos clients. Et voilà. Donc là, sur ce Blue Care, on a une certification européenne, c'est la EU 2011, je ne sais plus combien. Bon, la régulation européenne. Donc, il a passé toutes ces certifications. Et aujourd'hui, c'est le seul matériau alimentaire poudre qui existe sur le marché mondial même. Enfin, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, nous, pour l'instant, on n'a qu'une certification européenne. J'espère avoir un peu de certification, par exemple FDA, etc. Il faut les choses les unes après les autres. Et donc, les applicatifs, bah, on peut peut-être montrer sur le set d'après, il y a deux applicatifs. Il y a un premier applicatif qui est dans la sécurisation des procédés de fabrication des aliments. En gros, sur les chaînes de production alimentaire, tout ce qui est bleu est détecté optiquement comme quelque chose qui n'est pas un aliment. Donc, est rejeté par la chaîne de production. Donc, c'est-à-dire que toutes les pièces, par exemple, d'un convoyeur alimentaire vont être faites en bleu. Et donc, ça permet vraiment de sécuriser la chaîne et de ne pas avoir de débris d'une pièce qui est dans une barquette de pâtes ou d'autres choses. Donc ça correspond à des besoins actuels et on a déjà pas mal de clients là-dessus. Et puis évidemment, comme on a une certification alimentaire, on peut complètement faire des pièces finies qui sont certifiées en contact alimentaire. Donc, je sais pas, ça peut être. Il y a plein d'applicatifs différents. Là, je vous en ai mis un, mais il peut y avoir, par exemple, des bus pour faire des glaces. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Des moules, pourquoi pas, des moules alimentaires. Voilà, enfin, voilà. Et ça correspond aujourd'hui aussi à des demandes qui sont importantes sur le marché européen. Et oui, aujourd'hui, on a beaucoup de. C'est un bleu dans la masse, hein. Pardon. Je voulais le rajouter aussi. C'est un bleu dans la masse, oui, effectivement, c'est un bleu dans la masse. C'est un bleu dans la masse qui permet justement cette détection optique, y compris sur les pièces qui seraient cassées. Et donc, comme c'est dans la masse, ben, on peut aussi détecter le bleu, même si la pièce est cassée. Mais en tout cas, bah, bravo pour cette sortie. Alors, c'est un peu une exclusivité, c'est une sortie toute récente de ce nouveau matériau? Bah, oui, là, il est commercialisé à partir de maintenant. On a un programme de bêta-testeurs à qui on donne une avance de phase, qui sont des clients et des partenaires sur ce matériau, voilà, pour pouvoir développer justement un certain nombre d'applicatifs, tester, etc. Mais il est aujourd'hui commercialisable dès à présent. Vous pouvez nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Bah, en tout cas, bravo pour cette sortie. Sans tout dévoiler, vous avez peut-être une roadmap de nouveaux produits qui est chargée pour cette année. Vous avez déjà un peu des perspectives, des choses à nous indiquer? Alors, on a une roadmap, mais aujourd'hui, on ne peut pas forcément vous dire encore sur quel matériau on sortira dans 3 mois. On a des hypothèses, mais on aime bien annoncer les choses quand elles sont vraiment finalisées, et y compris justement sur les certifications. Donc, mais l'idée, c'est de pouvoir sortir au moins 2 matériaux par an, sachant qu'on est une petite équipe, mais on est vraiment sur un besoin qui est nécessaire pour donner plus de fluidité, plus de liant à ce marché. Et donc, voilà, on essaie d'avancer aussi avec nos clients, mais je pense que là, on pourra d'ici 3 à 6 mois annoncer les choses sur un nouveau matériau. Ouais. Bon, bah, parfait, on relayera. Ouais, et ça sera aussi de toute façon dans cette idée de safety et security. Donc, voilà, ça peut être, en tout cas, je pense que dans cette période aussi de Covid, il y a ce besoin du marché d'avoir des garanties en termes de sécurité. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Mais d'abord, la certification.
ben, en tout cas, merci Olivier, merci Arnaud d'avoir répondu à nos questions sur cette technologie. Alors pour conclure, on l'a vu à travers cette présentation, la technologie SLS qui du coup a finalement est un grand standard de l'impression 3D, et a encore de belles perspectives de développement. Alors on l'a vu avec tous ces avantages, la possibilité de faire des formes complexes, avec la disparition entre guillemets des supports qu'on retrouve dans d'autres technologies et des pièces fonctionnelles. Alors parfois contrebalancées par des temps de fabrication sur lesquels il faut prendre en compte la chauffe et le refroidissement des matériaux, et aussi finalement ce qui était jusqu'alors une offre de matériaux qui était limitée. Mais là, on le voit, les perspectives et les développements sont possibles, puisque Fabulous en fait la preuve aujourd'hui. Donc merci en tout cas d'avoir été présent et d'avoir donné des éclaircissements sur cette technologie et ses possibilités. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre vos questions. Donc, je vous invite de différentes manières, hein, soit bien sûr utiliser le chat pour poser vos questions ou vos remarques ou vos retours d'expérience. Donc, le temps que vous précisiez vos questions, je vous rappelle donc que F3DF accompagne les entreprises qui souhaitent développer l'intégration de ces technologies, hein, que ce soit pour mieux sous-traiter, mieux intégrer dans vos projets, ou intégrer la technologie et la maîtriser, bien entendu. Et cela passe par, on l'a évoqué à travers ce live, des compétences. Et cette montée en compétences, aujourd'hui, on vous accompagne de différentes manières, que ce soit sur votre lieu de travail, dans nos centres à Lyon et à Paris, sur le plateau de Saclay, mais également en réponse au contexte et à l'évolution de la formation via la plateforme digitale et des formations également en direct depuis le labo F3DF. Du coup, je vous invite aussi à ouvrir vos micros, n'hésitez pas, pour poser vos questions par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a eu des petits retours. Alors, peut-être une précision technique. Aujourd'hui, la précision offerte par le procédé SLS, peut-être une question pour Olivier. Alors, la précision, il y a les fabricants machines et puis il y a ce que font les matériaux. Alors, les fabricants machines, ils donnent 0,1%, plus ou moins 0,1 mm. Donc, en gros, pour une cote de 100, ça va se balader entre 99,8 et 100,2. Voilà. Ça, c'est ce que sont capables de tenir les scanners. Après, en fonction des matériaux, on a ce qu'on appelle du retrait géométrique. Par exemple, je prends le cas des TPU. Les TPU, le retrait géométrique est très important. Donc, en gros, le retrait géométrique, c'est la banane. Si vous faites la banane en U, enfin posée, elle va avoir tendance à s'écarter. Si vous la faites vers le haut, au contraire, là, vous allez avoir un moindre écartement. Par contre, vous allez commencer par une partie principale et puis après par deux parties. Donc, ce retrait géométrique, souvent, il peut rajouter 0,1 voire jusqu'à 0,3% au niveau de la nécessité non pas de compensation, mais de on va dire, recalibration en fonction de l'orientation géométrique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement, mais il n'y a pas de réponse parfaite sur ce. Et finalement, la précision, c'est un ensemble d'éléments. C'est à la fois l'espace intercouche, c'est effectivement la déformation possible. Donc voilà, c'est un ensemble de voilà, c'est ce que j'ai donné. C'est ce que j'ai donné aussi par rapport à ce que je vous donnais avec le 0,1% plus ou moins 0,1 mm. Ça marche très bien en XY. Et par exemple, sur Z, bien évidemment, ça va être l'épaisseur de couche qui a été choisie pour fabriquer. L'erreur, elle va être au moins d'une épaisseur de couche. Donc là, sur Z, on va se retrouver avec une précision qui va être toujours de 0,1 voire 0,2%. Et là, ça sera plus ou moins 2 couches. Donc si vous avez travaillé en 0,1, ben, ça fait 0,2. Mais si vous travaillez comme certaines machines en 0,15, ça commence à faire beaucoup. Si vous allez vous retrouver avec 0,3.
Ok, bah merci Olivier pour ces précisions. Du coup, alors c'est une question qui est peut-être un peu large, mais souvent on met en comparaison les différents procédés d'impression au polymère. Et si on devait comparer un peu les éléments entre la technologie SLS et la technologie SLA, alors on l'a un peu évoqué en ce moment slide, mais peut-être pour refaire une synthèse, est-ce qu'on pourrait résumer ça en quelques Alors, ouais, on peut résumer. Donc, et c'est là, ça va être plus précis, puisque c'est une résine liquide et qu'on a des focus laser qui sont de l'ordre de 0,2 mm. D'accord? Donc, ça va permettre de faire des murs de 0,2, 0,3. Voilà. Alors que sur le fritage, comme on a une zone qui est fusionnée, en fait, on a une réaction qui est au point, même si c'est un point laser qui fait 0,4 mm, on va avoir une réaction qui va s'étendre. Donc, tout ce qui est en dessous de 0,6, voire 0,7, en fonction des machines, ça va être quand même compliqué d'être précis sur des petites cotes de ce genre de choses. Donc, on va dire le fritage, il va vraiment être pertinent à partir du moment où vous avez un 0,8 mm minimum. Voilà. Il faut que vous ayez des parois d'au moins 0,8 mm. Et encore, vous n'êtes pas pleine matière. Pour être vraiment pleine matière, il faut dépasser le millimètre. Et et c'est pareil, si on est sur des pièces trop massives en fritage, c'est-à-dire des choses qui sont à plus de 10 mm d'épaisseur, on a un autre phénomène qui va apparaître, qui est le retrait, mais masse cette fois-ci. Je suis désolé de vous embêter avec toutes ces précisions, mais donc le retrait masse va faire qu'on va être, pour éviter des trop grosses déformations, on va devoir limiter les épaisseurs de parois à certains trucs, donc utiliser par exemple des structures lattices ou des noyaux qui sont entourés de coques. Donc, on ne peut pas tout faire avec le procédé de SLS, et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas si facile de se dimensionner en SLS au premier abord, et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes. Les services bureaux sont très bien là-dessus. Il y a un petit inconvénient avec les services bureaux, c'est que généralement, ils vont vous passer le matériau de general purpose, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre du PA12. Et ce n'est pas forcément avec du PA12 que vous allez répondre avec votre problématique. Voilà. Ok, bah, très intéressant. Alors, je sais qu'après, là, bien sûr, on retrouve tous les design guides pour vous aider à faire les pièces qui correspondent au mieux, en faisant bien attention aussi, donc Olivier, tu le précises, c'est le procédé permet une certaine finesse, mais il y a aussi à prendre en compte le post-traitement, et que si on est sur des éléments trop fins ou de la matière qui ne peut pas s'évacuer, bah, c'est des éléments aussi qui sont à prendre en compte dans la conception du produit, bien entendu. Voilà, tout à fait. Donc, et par exemple, toujours la différence entre SLS et SLA, la grosse différence, le SLA, c'est vraiment au-dessus de 57 degrés, il n'y a que quelques résines qui vont vous permettre d'avoir quelque chose qui tient. Mais autrement, la plupart, comme c'est des acrylates ou des époxys, au-dessus de 57 degrés, on n'a quasiment plus rien en performance mécanique. Alors qu'avec le SLS, on a sans problème, on peut avoir des tenues à 110 degrés point chaud continu, voire plus haut, dès qu'on est dans des matériaux chargés. Donc, c'est la grosse différence, et c'est aussi pour ça que souvent l'automobile utilise du matériau SLS, même à des endroits qui paraissent ce qu'on appelle beaucoup de voitures journalistes sont, par exemple, les voitures journalistes, c'est des voitures où tout n'est pas fini dans la voiture, mais bon, c'est assez joli. Et en fait, il y a pas mal de pièces SLS dans ces voitures journalistes, puisque généralement, les moules de production finaux ne sont pas faits. Voilà. Alors, ça me permet de rebondir sur la question, parce que là, tu évoques une résistance en température, et une question qui est posée du coup par Jérôme, est-ce qu'il existe des matériaux certifiés feu fumé ou peut-être de catégorie équivalente? Grande polémique là-dessus. Il y avait les matériaux fire retardants, je dis bien, j'y avais. Plus que la norme a changé et que maintenant c'est FST, c'est Fire Smoke and Toxicity, et on commence, c'est pareil au niveau de l'aéronautique, ils ont remonté d'un cran, il y a d'autres choses qui se rajoutent, entre autres les itrilis et d'autres choses comme ça, qui font que actuellement il n'y a pas de matériaux additifs qui passent
toute la classification feu qui est demandée par les grands constructeurs type Boeing ou Airbus. Donc, on travaille là-dessus. Par contre, là, les investissements sont énormes, parce que la grosse différence de SLS par rapport à la stéréo et d'autres choses, c'est qu'il faut une usine. Pour la synthèse du polymère, à un moment ou à un autre, il faut une usine. Et quand on tourne le bouton d'une usine, ben, c'est plusieurs tonnes. Et ce n'est pas que quelques kilos ou juste des mélanges de résine, comme c'est le cas. Donc, l'investissement et le fine-tuning d'un grade SLS prend du temps du fait de cette quantité, on va dire, de matériaux qui sort dès le départ. Voilà. Et donc, on y travaille pour avoir un FST qui passe. Donc, le FST, c'est fait, mais le heat release, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, du coup, pour bien résumer, ce qui était important, tu l'as évoqué, c'est qu'on ne parle plus de feu fumé comme avant, mais bien d'une nouvelle norme. Voilà. Avant, on parlait des fire retardants, où bon, on avait un certain nombre de matériaux qui passaient. Maintenant, on parle vraiment de FST, plus de HR ou HRR, de heat release. Et généralement, c'est le HFR qui coince. Il y a une certaine valeur à ne pas dépasser. Et voilà. C'est un test pour voir quelle est l'énergie qui est restituée. Le FST, on y arrive. C'est plutôt des matériaux type PA6 qui passent, etc. Donc actuellement, par exemple, même je dirais pour l'additif en général, il n'y a qu'une marque qui marche et qui passe le heat release. Voilà. Ok, merci Olivier pour ces précisions. Alors, on a eu une question aussi, on a évoqué le fait que les poudres sont recyclées. Alors là, il y a une question quelles sont les capacités de recyclage de vos poudres? Alors, peut-être qu'il y aura des facteurs à prendre en compte. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à cette… Donc, oui, c'est très simple. Enfin, on a des poudres qui ont une très, très grande capacité de recyclage. Par exemple, le TPU, où nous, notre préconisation d'usage est juste de faire du 10%. Le 0%, ça n'existe pas. Hein. De toute façon, on a un procédé qui est thermoxydation. Si on veut assurer une certaine qualité, il faut toujours un ajout de matière. De toute façon, il y a une consommation de matière, donc il faut toujours remplacer. Donc 10%, c'est le plus bas. Voilà. Donc on rajoute 10% de poudre neuve à chaque fabrication pour repartir au niveau de la matière. Et après, il y a différents taux. Les taux les plus bas en polyamide vont être autour de 25%, qui est mieux que ce qu'ont d'autres PA12. Et puis, pour ce qui est du PA11 et d'autres matériaux, de toute façon, on a des taux usuels qui sont de l'ordre de 50%. Voilà. En fonction du matériau, c'est pareil, il n'y a pas que le taux de refresh, il y a le nombre de cycles. C'est-à-dire que rien n'est éternel. Et il est bien évident que si vous prenez une poudre et vous lui faites 100 heures en température et que vous en prenez une autre et vous faites 10 heures en température, on n'a pas le même état de vieillissement de la matière. Donc, le nombre de cycles va dépendre aussi de la façon dont est traitée la poudre. Et pareil, il va être des fonctions aussi, éventuellement du nesting, c'est-à-dire que si vous avez une fabrication qui est très, très, très chargée, ça je l'ai déjà vu, donc là, il y a une proximité des pièces les unes par rapport aux autres, et donc la poudre qui peut être à l'intérieur des pièces et la poudre qui peut être autour des pièces, on va en voir 1 à 3 mm autour, peut être quasiment cuite parce que tellement on a les prêts. Donc, tout ne peut pas être recyclé, mais généralement, le taux de recyclage, c'est 50%, et nous, on essaye d'avoir même pour des matériaux chargés, on essaye d'avoir ce taux de 50% en permanence. On n'a pas de poudre one-shot pour le moment. Voilà. Mais ça fait partie effectivement dans le développement de nos poudres. On tient compte évidemment de ce critère-là, parce que de toute façon, là aussi, c'est un critère qui est de plus en plus demandé par les industriels. Donc, bien sûr.
Merci pour ces éléments complémentaires. Alors, il y avait une question, mais du coup, alors, qui est peut-être un peu plus une ouverture sur les poudres métalliques. Là, on est dans un autre monde. Ouais. Il y a bien deux procédés différents. On est sur des températures qui n'ont rien à voir. Donc, ça sera certainement un sujet sur lequel on pourra revenir dans d'autres lives, bien entendu, euh, pour cette question métal. Merci pour. Je vois. Ah oui, voilà, donc c'est bien, on a encore des questions, je vais dire, c'est parfait. J'allais dire, on va prendre les dernières questions. Une question concernant la gamme de couleurs. Alors, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que finalement qu'on a une gamme aussi sur la coloration qui est pas forcément énorme? Quelles sont les contraintes par rapport à ça? Je pense, une question assez pertinente. Alors, il y a deux façons de faire la coloration. Il y a dans le cadre de la coloration masse qu'on a choisi pour le Blue Care, c'est dans le but aussi d'obtenir, après post-traitement, une râle bien particulière, qui est ce qu'on appelle le safety blue. Donc, nous, on a un objectif là-dessus, c'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement, il y a un vrai choix au niveau de la couleur pour obtenir un résultat bien particulier. Qui correspond quelque part à une norme d'usage dans l'industrie alimentaire. On peut faire d'autres couleurs. Qui dit couleur commence à parler de pigments. Donc, quand on parle de pigments, on commence à avoir certains soucis avec certains pigments qui commencent à être bannis. Donc, on ne peut pas tout faire en couleur. On a de plus en plus de contraintes, vous savez, avec riche d'une part, mais aussi avec tout ce qui est au niveau européen, etc. Et on ne souhaite pas non plus qu'il y ait trop de dispersion des couleurs dans l'environnement. Donc, on se limite à un certain nombre de couleurs. On travaille là-dessus. En même temps, tout le monde ne va pas demander, je sais pas, du rouge pompier ou du jaune fluo. Donc, l'autre moyen d'obtenir ce type de couleur de façon simple était le dyeing, tout simplement. Donc, des trempes à chaud où on obtient des colorations. Mais ce n'est pas une couleur basse. Donc, pour le moment, nous, ce qu'on propose, on a du noir, du gris et du bleu. On travaille éventuellement sur d'autres couleurs. Après, au niveau ce qu'on appelle des master batch, on appelle ça un master batch de la couleur, il y a des questions industrielles de quantité. On va très vite vers des lots de 600 kg de poudre. Alors, vous êtes bienvenus. Moi, je veux bien vous faire, mais c'est cher. En fait, oui, il y a une problématique de volumétrie. Il y a une problématique de Exactement. volumétrie. Très vite, on va pas de volumétrie. formuler, donc, on peut faire des tas de choses, mais on va très vite, on ne s'adresse plus qu'à des gens très particuliers. Et en parallèle de ça, bon, on n'en a pas parlé, mais chaque lot, en fait, est vérifié et individualisé, vérifié en performance, vérifié aussi en qualité, en distribution granulométrique, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le process de laser sintering pour avoir une poudre qui fonctionne, qui se régénère correctement et qui, surtout où les pièces sont faciles à déballer. Et donc, pour ça, il y a quand même beaucoup de travail et les fenêtres sont quand même assez étroites. Voilà. C'est un procédé qui paraît simple comme ça au niveau de l'usage quand on fabrique beaucoup, mais en même temps, il y a quand même une certaine maîtrise à avoir du process de la machine, du process de la matière pour obtenir différentes choses. Rien que changer une couleur, par exemple passer du blanc au noir, vous aviez une déviation des capteurs optiques qui va aller de 2 à 4 degrés, tout simplement parce que l'émissivité infrarouge a changé du fait de la couleur. Donc, voilà, qui dit couleur dit changement, adaptation. La couleur, la chaleur sont du coup forcément liées naturellement, donc ça a un impact. Ok, très bien. Du coup, c'est vrai que c'est un point qui est important. Donc, à la fois la volumétrie, les contraintes techniques, et puis aussi, il ne faut pas oublier que le post-traitement peut amener des solutions de couleur très intéressantes. La teinture, puisqu'on a un matériau de base qui est blanc, donc ça réagit aussi, ça peut réagir très bien à de la teinture. Voilà, la teinture fonctionne. Vous avez ou un post-traitement. Les tribofinitions aussi peuvent donner des résultats très intéressants. Et les deux conjugués, voilà.
il commence à y avoir un certain nombre justement de fabricants de machines de post-traitement qui proposent des solutions avec différentes choses, avec des choix de teintes éventuellement. Sincèrement, ces solutions ne sont pas forcément données, mais ça correspond à un certain marché. Voilà. Parfait, merci pour cette réponse. Merci à vous d'avoir posé ces questions et de nous avoir suivis.